quelle est la part de l'apprentissage qui peut être attribuée à l'enseignant par rapport à l'élève? Quelle est disons, la proportion de responsabilité? Alors, ces études-là ont montré que 80 de l'apprentissage repose sur les épaules de l'élève. Autrement dit, même si vous êtes un super prof, que vous faites tout pour que l'élève apprenne, si l'élève, lui, ne met pas l'effort, s'il n'est pas engagé dans les tâches, s'il ne comprend pas les tâches qu'il a à faire, s'il ne participe pas de tout son être, l'apprentissage ne se réalisera pas. Puis, il faut aussi se rappeler que quand on vit dans un milieu où on ne comprend pas la langue, on essaie quand même de comprendre, mais c'est très difficile et c'est très fatigant. Alors l'élève, là, même si vous avez l'impression qu'il ne fait rien, là, il y a quand même un niveau d'activité que vous ne pouvez pas mesurer parce que vous ne pouvez pas lui mettre des électrodes sur la tête, mais il fait quelque chose. C'est ça qui est important. Puis ce qui est important, c'est qu'il soit entouré, que vous lui donniez des choses à faire, mais que lui aussi, c'est mieux que lui passe à travers que vous fassiez tout le travail pour lui. Pour qu'on retienne quelque chose dans une langue, il faut qu'il y ait des traces profondes. Pour apprendre du vocabulaire, on va apprendre plus du vocabulaire si on définit les mots. Apprendre des listes de vocabulaire, on les oublie. Mais si on apprend une liste de vocabulaire, mais que chaque fois, on y associe une définition qui décrit, la définition est très exigeante sur le plan cognitif, mais c'est celle qui laisse le plus de traces. Ce qu'on sait dans l'apprentissage des langues, c'est que pour apprendre une langue, il faut travailler, il faut faire des efforts cognitifs. Et si je place l'élève dans des situations où je le fais travailler, je l'accompagne, mais je ne prends pas toutes les décisions pour lui, je vais lui donner la chance d'apprendre plus facilement. Il faut aider l'élève, il faut lui donner la chance de faire ses apprentissages avec un accompagnement. Et ça, l'enseignant du rugby peut le faire en travaillant en concertation avec l'enseignante qui assure les mesures de soutien à l'apprentissage du français. Mais elle ne peut pas décider que l'élève va réussir. L'élève va réussir s'il est capable, s'il y a des facilités à apprendre les langues, à faire des apprentissages scolaires. Ça prend du temps à apprendre une nouvelle langue et l'apprendre pour faire les apprentissages scolaires. Et il faut prendre ce temps-là. Si 1 an, ce n'est pas suffisant, ce sera 2 ans. Un élève sous-scolarisé, ce que ça veut dire, bon, il y a différentes choses. Il y a l'élève qui n'a pas été, si on veut, alphabétisé, qui n'a pas eu d'expérience de littératie, d'expérience avec l'écrit. Et il y a l'élève sous-scolarisé qui est un élève en retard scolaire de 2 à 3 ans. Bon. Dans un cas, un élève qui n'a pas été initié à l'écrit, là, il faut, disons, il y a besoin d'un accompagnement assez sérieux parce qu'on vit quand même dans une société post-industrielle et les enfants sont exposés à l'écrit très tôt. Bon, qu'est-ce que ça veut dire être exposé à l'écrit? C'est d'avoir déjà manipulé des livres, savoir qu'un livre se tourne dans notre langue de gauche à droite, qui se lit de haut en bas. C'est savoir que derrière les mots, il y a des réalités. Alors, il y a toute cette initiation-là qui ne se fait même pas à l'école, qui se fait d'habitude avant l'école. Et il faut repasser avec l'élève toutes ces étapes-là. Et il y a l'élève qui est en retard scolaire, qui a été, disons, peu stimulé relativement aux apprentissages scolaires pendant quelques années. Des élèves qui ont vécu des situations difficiles, ils ont été dans des camps de réfugiés où il n'y avait absolument pas de ressources sur ce plan-là. Ce sont des élèves qui ont besoin d'être accompagnés. Encore une fois, on ne peut pas penser que si on les place dans une classe, qu'ils vont rattraper.
commence à enseigner les langues, d'abord, on se demande toujours par quoi est-ce que je commence. Bon, il faut essayer de se mettre dans la peau de l'élève et se poser la question, de quoi a-t-il besoin? Bon, alors si un élève arrive à l'école, bon, s'il arrive le premier jour, il y a quand même des choses. Le premier jour, on a un horaire allégé, on fait chaque professeur donne des consignes particulières, dit aux élèves un peu le plan de ce qui va se passer dans l'année. Bon, il peut quand même accéder à certains renseignements en regardant un peu ce qui se passe dans la classe, mais ce ne sera pas aussi traumatisant que s'il arrive en plein mois d'octobre et que toutes les routines sont établies. Bon, il faut d'abord se demander qu'est-ce que l'élève doit savoir faire dans l'école. Hein? Et on a intérêt parfois à demander à des élèves qui sont arrivés l'année d'avant ou la deuxième année, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre la première journée? Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Je pense qu'un enseignant peut construire sa liste de choses à faire à partir justement des expériences des adolescents. Moi, je me dis, d'abord, il faut penser que l'élève doit être capable de fonctionner dans l'école, savoir où sont les choses, où se passent les choses, savoir connaître l'horaire, et pouvoir écrire un horaire pour l'avoir avec lui. Évidemment, on va le distribuer. On va sans doute lui donner un agenda scolaire. Bien, tout de suite, ça, c'est l'agenda. Là, ça peut déjà être un point de repère. Lui faire consigner des petites choses. S'il ne sait pas écrire dans la langue, on peut les écrire devant lui. Mais il y a tout le côté fonctionner dans l'école, se déplacer, savoir où aller prendre l'autobus scolaire, puis quel numéro d'autobus scolaire, parce que s'il se trompe, là, c'est de la catastrophe. Donc, il y a toutes les choses du fonctionnement usuel. Et tout de suite, je pense, dès le premier jour, lui présenter d'autres élèves pour qu'ils sentent qu'il n'est pas à part. Parce que les autres élèves, ils vont se présenter entre eux. Ils n'ont plus besoin à cet âge-là du professeur. Mais l'élève d'accueil a peut-être besoin d'un début de présentation et inciter des élèves à l'accompagner. Bon, alors si on passe d'une classe à l'autre, demander à la classe qui va accompagner le nouveau. Mais essayer de créer des liens au départ. Maintenant, si je passe à la question des apprentissages linguistiques, je reviens à l'idée des besoins. On apprend à dire des choses dans une langue quand on en a besoin. Alors, il faut aller au-devant de ces besoins-là et pas trop se casser la tête avec est-ce que c'est plus difficile, est-ce que c'est moins difficile. Il n'y a pas quand même de preuve qu'on ne peut pas apprendre des choses dans une séquence X ou dans une séquence Y. Quand on a besoin par exemple, le passé composé, je vais reprendre ça en termes là, de temporalité. Est-ce que c'est plus facile le présent ou le passé composé ou le futur? Bon. Mais dans la vie, là, on parle peut-être plus souvent au passé composé qu'on parle au présent. Parce qu'on est, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a eu beaucoup de choses au passé. Alors, il ne faut pas attendre 2 mois là, pour enseigner le passé composé. C'est tout de suite. Parce que l'élève qui arrive en retard, on va tout de suite lui dire qu'est-ce que tu as fait? Es-tu trompé d'autobus? On va lui parler au passé composé. Donc, il ne faut pas essayer de faire des segmentations à partir de catégories là, grammaticales. Il y a aussi une chose, les consignes. En tant qu'enseignant du régulier, quelles sont toutes les consignes que je peux dire à un élève dans une journée? Si on ne les sait pas, des fois, moi je dis à des enseignants, enregistrez-vous. S'enregistrer pour être conscient de tout ce qu'on dit dans une classe. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point on a un langage qui est hermétique. Et parfois, de s'enregistrer, là, je dis juste mettre une petite cassette là, pas loin, pas faire un enregistrement Radio-Canada, là, mais juste pour être capable, nous, de repérer tout ce qu'on dit aux élèves pour que le groupe fonctionne. Je parle surtout du fonctionnement du groupe parce que c'est la première chose qu'il doit apprendre. Il doit apprendre à fonctionner dans le groupe. Et ensuite, on pourra essayer de le faire fonctionner
en tant qu'individu pour qu'ils participent au groupe. Mais au début, là, c'est d'être capable de suivre le groupe. Je dis suivre parce que c'est une réalité. Il ne peut pas prendre les devants encore. Puis par la suite, il pourra prendre les devants. En langue maternelle, c'est normal de voir un jeune enfant dire moi auto, moi de dos, donc associer juste des mots, hein, sans faire de phrases. On peut dire qu'en langue seconde, c'est un peu la même chose qui se passe. Hein. D'abord, on parle avec des mots lexicaux, là, des mots qui portent du sens, et il n'y a pas de mots grammaticaux dans la phrase. Mais ce sont quand même des débuts de phrase. Alors, quand un élève dit « moi sortir » ou moi toilette » ou « moi ballon », c'est qu'il veut exprimer soit qu'il veut jouer au ballon, ou soit qu'il a déjà joué au ballon, ou soit qu'il aimerait jouer au ballon. Ça peut avoir plusieurs significations. Mais ce sont seulement des assemblages de mots du lexique. Ensuite, on voit apparaître des prépositions, des pronoms, mais ce n'est que dans une deuxième étape. Alors, on parle que la morphologie, si on veut, s'installe plus tard, hein? D'abord du lexique, ensuite de la morphologie. Et plus tardivement vont venir les flexions, par exemple. C'est-à-dire que c'est très normal qu'un élève parle à l'infinitif pendant même plusieurs mois et que peu à peu, il apprenne à conjuguer. Donc, il va dire « moi sortir » et ensuite « moi je sortir » et peut-être après « moi je veux sortir » ou « je suis sorti ». Mais toute la question de la flexion, ça vient beaucoup plus tard. Hein? Donc, la morphologie s'installe plus tard. Et il y a des choses qui demeurent très difficiles et qui vont faire en sorte qu'on va peut-être toujours reconnaître une personne qui a appris une langue seconde tard dans son développement. Ce sont des éléments liés à la morphologie, par exemple, à le qui devient o, hein, de le qui devient du. Ces changements-là sont difficiles à faire. La langue d'origine va expliquer certaines difficultés, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres facteurs. Il y a la mémoire, l'intelligence, la motivation, le contexte dans lequel la personne apprend, est-ce qu'elle a des occasions de parler la langue, son utilisation de l'écrit, etc. Mais la distance linguistique nous indique quand même que pour certains groupes, apprendre le français, c'est difficile. Bon, je vais prendre un exemple extrême. Prenons un Chinois qui apprend le français. Il n'y a pas de R en chinois. Alors, on va toujours remarquer très, très vite qu'un Chinois a beaucoup de difficultés à se faire comprendre, notamment à cause du R. Alors, et il devra passer par la chaîne phonologique du R qui est capable de dire, par exemple, rouge, gauche, rouge. Et tant qu'il n'aura pas repéré la chaîne phonologique, on n'arrivera pas à lui faire produire un R. Donc, il faut suivre les étapes par lesquelles un jeune enfant passe quand il apprend à parler français. Un jeune enfant va dire rouge, gauche, rouge. Bon. Alors, ça, c'est ce genre de choses-là qu'on sait que ça va poser des difficultés sur le plan de la phonologie. Ça pose des difficultés aussi par rapport à la morphologie. Quand dans certaines langues, il n'y a pas d'article, bien, les enfants qui n'ont pas de langue, d'article dans leur langue vont avoir de la difficulté à apprendre la position de l'article et à utiliser l'article à bon escient. Bon, alors, c'est certain que, on va penser pour des hispanophones, une langue romane, ça va être plus facile au début. Hein, parce que les sons se ressemblent, etc. Mais il y a des hispanophones qui vont toute leur vie dire deux, au lieu de dire deux, vont dire douze, le doux, au lieu du deux, hein, parce qu'ils n'ont pas ce son-là. Et on devra les aider pour acquérir le son en particulier. Hein. Alors, on ne peut pas, disons, dire c'est la langue d'origine qui explique la facilité ou la difficulté. C'est un des facteurs, mais ce n'est pas le facteur. Il y a la distance si on prend l'écrit. Évidemment, si on regarde l'alphabet tamoul, par exemple, à côté
de l'alphabet français, c'est très difficile de faire des rapprochements entre ces deux alphabets-là. Mais il faut aussi se dire qu'un élève qui a appris à écrire dans une langue va être capable d'écrire dans une autre langue parce que c'est un système de représentation. Ce sont de nouveaux codes, mais l'idée déjà de se représenter les choses, de les consigner, tout ça, il l'a acquis dans sa langue maternelle et il pourra le transférer. C'est différent lorsqu'on parle d'élèves sous-scolarisés qui, eux, parfois n'ont pas été initiés à l'écriture. Là, c'est une autre problématique. Quand on apprend une langue, il est certain que c'est plus facile d'apprendre des choses concrètes d'abord. On parle de vocabulaire concret, vocabulaire abstrait. Bon, on parle surtout de l'ici et maintenant, là. Tout ce que je peux désigner parce que je le vois ou que je le touche, c'est plus facile que de parler de choses abstraites. C'est plus facile de parler du printemps quand je peux regarder dehors, puis que je peux faire des gestes pour montrer l'eau qui coule, puis un petit crocus qui sort de la neige, que de parler du printemps dans un cours d'écologie où on ne fait que décrire les choses sans observation. Souvent, l'enseignant de langue seconde, c'est une personne qui a une grosse valise avec bien des images. Hein? Les images permettent de soutenir bien des conversations. Alors, si je veux parler des sports, là, prenons un sujet, on exploite beaucoup ça en langue seconde, les sports. Comment expliquer mieux les sports qu'avec des images? Hein? Parce que si je parle à un élève, même si je lui nomme tous les sports, même je ne pourrais pas avoir aucune communication avec lui si je n'ai pas d'image ou si je n'ai pas des moyens de lui montrer soit un film ou quelque chose pour qu'il puisse se représenter ce dont on parle. On n'apprend pas les langues par imitation, mais bien par interaction. Mais souvent, l'interaction va consister à dire à l'élève, bon, il est midi, moi je vais dehors, ou bien moi je vais manger à la salle des profs. Toi, tu vas manger où? Pour qu'il intègre, là, je vais manger à la cafétéria ou des choses comme ça. C'est de pas toujours poser des questions, mais initier, si on veut, la conversation en disant, ben moi je vais faire ci. On n'enseigne plus maintenant, même dans les classes de langue seconde, les langues en laissant les gens juste écouter, parler. On fait faire des activités aux enfants, on les fait jouer au ballon, on leur fait faire toutes sortes, d'essayer de vivre des simulations, si on veut, pour apprendre les langues. Alors, l'élève qui est intégré directement, bon, s'il peut aller au cours d'éducation physique le premier jour, tant mieux. Bon, il va apprendre des choses fonctionnelles, parce qu'on va lui dire lance le ballon ou attrape le ballon, des choses comme ça, qui sont un langage très simple. Mais ensuite, s'il y a un peu d'objectivation qui est faite, bien là, il va être confronté à réfléchir sur ses mouvements, des choses comme ça. Mais la distance n'est pas très grande, hein, entre fonctionner dans un gymnase, puis ensuite réfléchir. Évidemment, c'est plus difficile de réfléchir, mais on doit accompagner l'élève, mais le prof d'éducation physique est habitué aussi d'accompagner les élèves dans les moments de réflexion, tout ça. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'exposer l'élève tout de suite à des apprentissages scolaires. Si on se dit qu'on va l'accompagner, qu'il y aura aussi quelqu'un qui assure le soutien à l'apprentissage du français, qui pourra répondre aux questions des élèves ou à l'occasion, questionner l'élève sur ce qu'il a fait pour s'assurer qu'il a compris, etc. Hein? Un accompagnement. Tout dépend un peu des conditions dans lesquelles la personne apprend la langue. Hein? Il y a des conditions qui sont plus favorables que d'autres. Il y a beaucoup de différences individuelles. Mais je pense, dans notre système ici, si l'élève a accès à l'école, il est entouré, qu'il arrive à participer à des activités parascolaires, puis tout ça,
En quelques mois, il peut être fonctionnel, c'est-à-dire que s'il arrive en septembre, à Noël, il a déjà une assez grande autonomie, il est capable de décrire des petites choses. Au bout de 6 mois, là, il peut vraiment décrire, se faire comprendre, il a acquis une autonomie. Au départ, l'élève a besoin d'être soutenu. Et c'est entendu que d'être du matin au soir avec des groupes réguliers, c'est trop fatigant, parce que c'est tout lui qui doit faire l'effort. Quand il est avec une personne qui lui donne un soutien linguistique, il y a un effort partagé. Il fait un bout de chemin, mais la personne qui s'adresse à lui fait un bout de chemin. C'est-à-dire que si elle lui pose une question, puis il ne comprend pas, elle va reformuler ou elle va mimer la situation. Elle va faire des choses pour l'aider. Bon, au régulier, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je pense que c'est trop fatigant toute une journée, mais s'il y a une mesure linguistique, ça va comme équilibrer. 1 heure par jour, ce serait excellent. Ce serait excellent dans la mesure où chaque jour, l'élève, c'est aussi tout le climat qui peut changer. Hein? C'est que l'élève, il y a une personne qui le comprend ou qui a le temps de le comprendre. Parce que je ne dis pas que l'enseignant du régulier ne comprendra pas. Là. Je dis surtout qu'il y a là une personne pour lui donner de l'attention et qui peut récapituler ce qu'il a fait dans la journée et le préparer pour le lendemain. C'est pour ça que j'ai parlé un peu d'aide aux devoirs. Hein? Il y a un esprit d'aide aux devoirs, là. Mais aussi de préparation à ce qui va se passer le lendemain. Hein? C'est-à-dire revoir son horaire, puis qu'est-ce qui va être fait. C'est là que je pense qu'il faut qu'il y ait un bon travail entre les personnes qui assurent le soutien linguistique et les enseignants du régulier. Qu'est-ce qui se passe dans la classe de physique demain? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui est important, c'est d'amener l'élève à observer, d'apprendre les consignes. Bon, d'abord, des consignes, comment on place l'œuvre. Bon, tu dois remplir le verre d'eau à tel niveau, etc. Il y a toutes les consignes, mais les consignes d'observation. Qu'est-ce qu'on observe? Quel est le phénomène en jeu? On a un corps solide, un corps liquide. Toute cette terminologie-là de base. Hein? C'est pas d'apprendre à faire de la physique avec l'élève, c'est de lui apprendre les consignes qui va faire que s'il va à un laboratoire de physique et qu'on lui dit « observe », prends des notes, il va savoir quoi faire. Hein? Dessine ton expérience. Hein? Dans un rapport de laboratoire, les élèves doivent représenter et mettre les observations, consigner observation 1, 2, 3, 4. C'est ça qu'une enseignante de mesure peut faire pour préparer l'élève. Il ne s'agit pas de donner des cours de physique, il s'agit d'introduire toutes les consignes qui permettent de fonctionner dans un cours. Les enfants sont intégrés dans notre système scolaire et il faut leur laisser le temps d'apprendre. Et on ne peut pas penser que vous savez, ça me fait penser un peu à un athlète là, à qui on va donner des vitamines puis des vitamines. Mais à un moment donné, là, il faut un équilibre. Il faut que l'athlète ait le temps de dormir puis qu'il ait le temps de s'entraîner, mais que ce n'est pas en le bourrant de vitamines qu'on va réussir à le faire performer. Moi, je pense que les élèves, il faut d'abord les accompagner. Il faut leur apprendre eux-mêmes à consigner leurs apprentissages. En langue seconde, ça fait partie des traditions que les élèves vont avoir, par exemple, des petits carnets dans lesquels ils inscrivent tous les nouveaux mots qu'ils apprennent chaque jour. On ne fait pas ça en langue maternelle. On sait, par exemple, qu'en langue maternelle, dans les premières années du primaire, un élève apprend en moyenne 21 mots par jour nouveaux. Bon. En langue seconde, ce sont des choses qu'on sait, nous. Et on pense que si les élèves ont l'occasion de prendre en charge leur apprentissage, ça va les aider. Alors, par exemple, si l'élève peut consigner ce qu'il a fait dans la journée, s'il peut consigner les nouveaux mots, il va voir sa progression. Mais l'enseignante aussi peut faire des observations, juste prendre des petites notes, tenir disons, dans un journal de bord, des éléments qui lui permettent de consigner ce que l'élève a appris de nouveau, ce qu'il a réussi à faire. Comment il s'est comporté dans un groupe, est-ce qu'il a essayé de participer, des choses comme ça.
Moi, je pense qu'il faut un suivi, là, genre plutôt observation avec consignation, et de la part de l'élève et de la part de l'enseignant. Si on compare un élève qui est intégré au primaire, qui arrive, qui possède une autre langue, qui arrive au primaire, et l'élève adolescent. Bon, d'une certaine façon, l'enfant qui apprend une langue seconde, il va avoir plus de facilité au niveau de la phonologie. Pour lui, être exposé à une autre langue, son système, disons, phonatoire n'est pas complété, mais il est encore beaucoup plus perméable. Hein? Alors, on dit souvent que pour ne pas parler une langue avec un accent, c'est préférable d'apprendre en bas âge. Alors, sur le plan phonologique, c'est vrai, bien que certains adultes peuvent aussi apprendre et ne jamais avoir d'accent. C'est très relatif, là, la notion d'accent. Nous avons tous un accent, mais c'est plus facile. Mais d'un autre côté, un adolescent va être plus efficace pour apprendre les langues parce qu'il est capable d'analyser davantage. Alors, dans la recherche, on sait que souvent les adolescents et les adultes sont plus efficaces que les enfants pour apprendre les langues parce qu'ils ont des concepts, ils transfèrent les concepts à une autre langue et aussi peuvent s'aider de l'analyse qu'ils font de la langue, des fonctions, des mots, etc. Ce qui est difficile pour un adolescent, c'est ce que tout adolescent vit, c'est tout le côté social. Hein? On parle de nos crises d'adolescence. Bien, imaginez que les enfants qui arrivent ici à l'adolescence, ils sont aussi en crise d'adolescence, probablement. Ils vivent, mais ils ont, ce qui est le plus difficile, c'est l'ego, je dis. C'est d'être un adolescent qui était à l'aise dans son pays, même si peut-être qu'il vivait des situations difficiles, à l'aise pour exprimer ce qu'il pensait, et tout d'un coup, du jour au lendemain, il ne peut plus dire ce qu'il pense. Il peut le dire encore à ses parents, mais il ne peut plus le dire à son entourage. Et c'est là que c'est extrêmement difficile, c'est sur le plan de l'image de soi. En quoi est-ce qu'on va distinguer le cheminement de l'élève par rapport à l'apprentissage de certaines notions nouvelles, si on compare à un élève qui est en classe régulière, qui a fait tous les apprentissages au cours des années antérieures, etc. Je dirais que l'élève qui est allophone doit avoir la chance de participer à des activités de pré-lecture, de pré-écriture, je dirais de pré-physique, pré-chimie, dans le sens que il faut que la période où on explique les choses soit un peu plus longue, un peu plus explicite, qu'il y ait des exemples, qu'on vérifie s'il a compris. Bon, évidemment, est-ce que l'enseignant du régulier va changer sa façon d'enseigner parce qu'il y a un élève allophone? Peut-être pas. Mais on peut quand même essayer de vérifier un peu plus. Il y a souvent des élèves dans la classe qui ont besoin de cette vérification-là, qui n'ont pas compris une certaine consigne. Et peut-être qu'en faisant ça, on ne fera pas de tort à personne dans la classe. Là. Mais c'est beaucoup au niveau de la préparation à la situation d'apprentissage que on peut, ou disons que c'est par une préparation plus soutenue qu'on va amener les élèves à participer davantage. Et c'est aussi l'occasion de savoir où ils en sont, parce que on va essayer de lui donner des points de repère. Et s'il n'a pas ces points de repère-là, disons s'il ne réagit pas à ces points de repère-là, bien là, on va devoir se questionner sur sa préparation antérieure. Mais je pense aussi qu'en travaillant en collaboration avec la personne qui assure le soutien à l'apprentissage du français, il y a un déblayage, si on veut, qui peut se faire. Ça suppose donc qu'il y ait une concertation entre l'enseignante qui assure le soutien à l'apprentissage du français et l'enseignante ou l'enseignante du régulier